C'est la vie qui est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, quel que soit alpha, il faut pas baisser les bras. Tous les mercredis, vendredis, dimanches, 20h, temps universel, nous nous retrouvons pour partager vibrations positives à travers Original Reggae Music. Et pour tous les habitués de la session, vous savez que c'est pas que de la musique, il y a également de la culture générale avec nos chroniqueurs, le sergent Bayala qui vient nous parler des grandes figures du monde noir, également monsieur Simon Kaboré, notre spécialiste en souveraineté sanitaire, et également Mr. Julien Ouedraogo qui vient nous parler de plantes médicinales. Et vous faites bien de rester avec nous, de nous accompagner, et cela nous rend fort, cela nous donne de la vibration, de la graine positive pour avancer. Et aujourd'hui, nous irons retrouver le généraliste Tikenja Fakoli, actuellement en tournée européenne, et il nous présentera son nouvel album Braquage de pouvoir. Et donc dans quelques instants nous irons donc le retrouver, et puis bien avant de le retrouver, je vous invite ici à réécouter cette version Braquage de pouvoir. C'est du braquage de pouvoir. Le peuple dit non à la famille classique. C'est du braquage de pouvoir. Le peuple ne veut plus de la famille classique. Ils sont en train de combattre la démocratie, acquise dans le sang, acquise dans la souffrance. Ils veulent installer un autre système. Ce système ressemble au népotisme. Ils veulent installer ce qu'ils veulent au détriment du peuple. Tout pour la famille, au détriment du peuple, rien pour nos familles. C'est du braquage de pouvoir. Le peuple dit non à la famille classique. C'est du braquage de pouvoir. Le peuple ne veut plus de la famille classique. Depuis que là-bas, ils ont gardé le pouvoir en famille. Après l'exemple du Togo, le Tchad est au garde à vous. D'autres pays pourraient s'en inspirer. Et la démocratie est en danger. Allons-nous oublier les combats de nos pères qui ont cru à la prise du pouvoir, la prise du pouvoir par le peuple. On ne peut pas faire ça. J'ai dit non, on dit non, le peuple dit non, on ne peut pas faire ça. C'est du braquage de pouvoir. Le peuple dit non. Braquage de pouvoir, le peuple dit non, et depuis toutes ces années dans la rue à manifester pour plus de démocratie.
mais on fait un pas en avant, deux ou trois pas en arrière, et puis ce qu'on pensait être des acquis démocratiques sont remis en cause, et il faut toujours veiller de sorte à ce que on ne recule pas après un combat et après des victoires d'étape. Et Braquage de pouvoir, le tout dernier album du généraliste Kenja Fakoli. Allons-y retrouver Enfants de la rue, extrait donc de ce dernier album, Braquage de pouvoir. Tu m'avais dit que quand je serai grand, j'aurai toute l'éducation possible. Un featuring avec Grand Corps Malade. Oui, tu m'avais dit que j'aurai toujours une famille. Maintenant je suis là, papa. Des enfants dans la violence. Mais je n'ai jamais demandé à être ici. Des enfants sans enfance. Maintenant je suis là, papa. Je n'ai jamais demandé à être ici. La rue est une jungle avec ses prédateurs et ses dangers. Elle ne suit qu'une seule règle, c'est soit tu manges, soit t'es mangé. La rue est un piège avec beaucoup de vices et peu de vertus. Elle est un labyrinthe et beaucoup trop d'enfants s'y sont perdus. Les enfants des rues ont faim, les enfants des rues ont peur. Les enfants encaissent, la faim les oppresse, est-ce que tu entends les pleurs? Les enfants des rues ont mal, les enfants des rues ont froid. Jamais ne connaissent un peu de tendresse, le monde ne les regarde pas. Où es-tu passé, mon papa? Où es-tu, mon papa? Tu m'avais dit que quand je serai grand, j'aurai toute l'éducation possible. Tu avais promis aussi que quand je serai là, que j'aurai toujours une famille. Où es-tu passé, mon papa? Tout le monde me demande où tu es, papa. La vie n'a jamais enfanté. Aucun enfant ne doit être abandonné. La vie n'a jamais enfanté. Aucun enfant ne devrait y habiter. Tu m'avais dit, tu m'avais promis. Maintenant je suis là, papa. La rue n'est pas une mère, pas une sœur, elle est une institutrice qui n'enseigne que la débrouille, l'agressivité et la violence. La violence des adultes est celle du monde que ces enfants subissent. Un monde qui ne leur propose que sa cruelle indifférence. Des enfants sans innocence. Des enfants en souffrance. Des enfants dans la violence. Des enfants sans enfance. Enfants de la rue featuring avec Grand Corps Malade, extrait du nouvel album du généraliste Kenja Fakoli. Et Braquage de pouvoir, c'est le dernier album. Mais avant de rentrer en plein dans le sujet, je souhaiterais quand même avoir une pensée à l'endroit du grand frère Tyrone Donny qui nous a quittés. Je sais que vous étiez très très proches. Il a travaillé plusieurs fois avec toi et notamment sur ce dernier album. Est-ce qu'on peut revenir un peu avec tes rapports avec Tyrone Donny? Oui. C'est un grand musicien. C'était un grand musicien et c'est une grosse perte pour le reggae. Moi, j'ai fait 3 albums avec lui, dont le dernier. Et voilà, c'était tous des albums qui ont fait des succès. Hein. C'est avec lui que j'ai fait France-Afrique. Et c'est avec lui que j'ai fait Coup de gueule. Et puis, bon, lorsqu'on a commencé l'enregistrement de la maquette
du dernier album, Braquage de pouvoir. J'ai pensé à lui et puis je l'ai appelé et nous a rejoint à Abidjan. Et puis on a fait l'album. Et c'est un grand frère, c'était un grand frère pour moi. Nous étions permanemment en contact. Voilà, même il y a quelques jours, j'écoutais les vocaux qu'on a échangés. Après l'enregistrement, quand il allait au Gabon, parce que après Abidjan, après l'enregistrement, il est allé au Gabon, il est resté 1 mois parce qu'il a gardé les connexions avec Pascaline Bongo, qui était une amie de Bob Marley, donc ils ont gardé de bons rapports. Donc il a fait presque 1 mois au Gabon. Et puis il est venu voir son fils qui venait d'avoir un bébé en France, et ensuite il est rentré à Paris. Figure-toi, 2 jours avant sa mort, on m'avait appelé pour me dire qu'il devait faire un concert à Paris. Il était attendu à Paris parce qu'il y a Michel Jovanovic, le tourneur d'Alpha Blondy, qui avait monté un groupe avec des anciens, et Tyrone devait faire le clavier et chanter en même temps, je crois. Donc moi je pensais le voir. Je rentrais de tourner, on m'a dit qu'il sera là. Il devait répéter normalement dans le studio de mon ingénieur de son, et moi j'avais prévu aller le voir là-bas. Et puis bon, à la veille de la date de répétition, on m'a appelé pour m'annoncer son décès. C'est vraiment, voilà, c'était un grand musicien. Il y a un morceau sur l'album qui s'appelle Mon beau continent. Moi j'avais beaucoup de doutes sur ce morceau, je voulais pas le mettre parce que j'étais pas très sûr de la basse et tout, et c'est Tyrone qui a sauvé le morceau, tu vois. On avait une basse très compliquée qu'il a simplifiée rapidement, et puis tout de suite le morceau a été ressuscité. Donc tout ça pour dire que c'était un grand musicien, c'était un très grand musicien, et il aimait ça, voilà, il connaissait le reggae, quoi, c'était son truc. Et bon, voilà, maintenant je profite toujours pour présenter mes condoléances à toute sa famille, voilà, à ses enfants que je connais. Il a un fils qui vit à Abidjan d'ailleurs, qui travaille à Abidjan dans une entreprise, et qui était très heureux. D'ailleurs, quand il a appris le décès de son père, le message qu'il m'a envoyé, c'était assez touchant. Il disait, oui, Tiken, figure-toi que la dernière fois que j'ai vu mon père, c'était avec toi, et que c'est grâce à toi qu'il est venu en Afrique. En tout cas, je te remercie parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Moi, je ne l'avais pas vu depuis avant le Covid. Et puis voilà, quoi. Quand il m'a appelé pour me dire qu'il venait à Abidjan, j'étais tellement heureux. Et c'est vraiment grâce à toi que je l'ai vu, pour la dernière fois, quoi. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que voilà, j'ai été vraiment touché par la mort de Tyrone, parce que voilà, je pense qu'on aurait fait encore des choses ensemble, quoi. Ouais. Voilà. Et ce qui me frappe également, c'est son côté très humble, côté généreux. Ah oui, Tyrone, il n'avait pas de problème, hein. Il parlait avec tout le monde. Voilà, même à Abidjan, il a gardé des bons rapports avec mon chauffeur qui le conduisait à l'hôtel. Quelquefois, quand j'avais mon chauffeur au téléphone, il me disait, oui, j'ai eu Tyrone hier. Voilà, et puis quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, quand il arrive à Abidjan, normalement, dans le contrat, il devait jouer les claviers. Mais quand il arrive à Abidjan, il dit, bon, écoute, moi, je veux bien jouer les claviers, mais je ne veux pas faire mieux. Parce que le jeune Scotty qui est à Bamako, qui a fait la maquette de l'album, Tyrone m'a beaucoup parlé de lui, il m'a dit qu'il est super, et que, voilà, et que ce qu'il écoute là, il n'a pas besoin de jouer un autre clavier, quoi. Bon, si c'était quelqu'un d'autre, la personne allait effacer quand même pour jouer pour qu'on dise que c'est lui qui a joué, tu vois. Donc, c'était quelqu'un de très, très sympa, on rigolait beaucoup, voilà. Et moi, il me disait tout le temps, la vie, c'est un cycle, nous, on va partir. Et voilà, quand il regarde ses enfants, il sait que bon, voilà, il va assurer la relève, tout ça. Bon, en tout cas, c'était un homme très humble, très généreux, et voilà, qui ne faisait pas tout pour l'argent, quoi. Voilà. Yeah. En tout cas, merci pour cet hommage que tu partages avec nous. Et moi, le souvenir que je garde de lui, quand il y a eu le coup d'État au Burkina, il m'a appelé, petit frère, qu'est-ce qui se passe encore? Voilà, c'est quoi ces histoires de coup d'État et autres? Et puis, est-ce que ta maman, elle va bien? Parce que
quand il était venu à Ouaga pour Reggae City Festival, il est venu à la maison et la vieille avait fait du taux qu'il a beaucoup apprécié. Et chaque fois, il me parlait de ce taux-là. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans ce taux, quoi? Et franchement, c'est vraiment une grosse fête. Et encore une fois, merci également pour cette humilité que tu continues de nous enseigner, grand frère. C'est vrai, je sais que tu es très bousculé, mais tu as tenu à nous accorder ce temps aujourd'hui pour présenter ton dernier album, Braquage de pouvoir, un album où on retrouve Dieu à travers la version Massa, l'Afrique qui est encore en avant. L'Afrique est un sujet principal. Des sujets sociopolitiques, notamment toutes ces contraintes face auxquelles la jeunesse africaine doit faire face, souvent obligée de croire que l'herbe est plus verte ailleurs et prendre tous les risques pour y aller. Et à côté de cela, on a des reculs démocratiques avec des gens qui veulent bloquer le pouvoir politique, imposer une démarche qui ne marche pas, mais ça continue. Alors, tout cela dans un album de 14 titres. L'aventure commence comment avec ce dernier album? Parce qu'après Le Monde est chaud, il y a eu un petit temps. Et puis 2022, avec le Covid qu'il y avait et autres, Tikenja, est-ce qu'on peut revenir un peu sur la genèse de cet album-là? Oui, bien sûr. Bon, moi, j'ai commencé à écrire un peu et à fredonner les mélodies de cet album à Sibi. Vous savez, c'est dans ma ferme à 45 km de Bamako. Donc, pendant la pandémie, j'étais très fréquent là-bas. Et je crois que c'est là-bas que l'inspiration est venue. Et puis bon, après j'ai contacté Scotty, un jeune clavier et arrangeur qui vit à Bamako, il est ivoirien. Et puis je suis venu dans son studio, nous avons fait la maquette des titres que j'avais en tête. Et puis bon, après j'ai été rejoint par mon manager qui est venu de Paris, qui nous a rejoint à Bamako. Et nous nous sommes enfermés en studio. En tout cas, pendant une dizaine de jours, hein, bon, évidemment, quand on finissait le boucher, on rentrait à la maison, mais bon, pendant une dizaine de jours, on était tous les jours là-dessus, et puis bon, on a travaillé, et puis bon, on a choisi les morceaux qu'on devait garder pour l'album, et puis après, on a fait un programme pour Abidjan, et puis bon, et puis on a été rejoint par Tyrone Downey, et puis on a enregistré l'album là, avec des musiciens ivoiriens, parce qu'il faut savoir que aujourd'hui on a tout ce qu'il faut en Côte d'Ivoire, en Afrique, hein, on a les studios, on a les bons musiciens, donc ça vaut pas le coup de bouger maintenant. Donc Tyrone nous a rejoint, puis on a fait tout ce qui était basse batterie, et puis bon, après on a envoyé les sons à Paris, et puis il y a d'autres personnes qui se sont investies là-dessus, enfin, qui ont commencé qui ont fait des choses dessus. Et puis bon, voilà, c'est tout ça qui a donné ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur cet album. Et tout ça, ça a été évidemment supervisé par Tyrone Downey. Et puis bon, voilà, c'est comme ça que les choses sont passées, quoi. C'est-à-dire Sibi, Bamako, Abidjan. Et voilà un peu tout... Voilà un peu comment on a commencé tout ça. Yeah. Un album, hein, il faut le dire, 11e album de façon internationale, parce qu'avant Manger Crassi, il y avait eu deux tentatives, deux aventures. Et entre ces 11 albums, il y a également eu d'autres albums qui sont sortis, produits par toi-même. Oh, effectivement. J'ai sorti quelques singles en Côte d'Ivoire et voilà, quelques singles que j'ai sortis parce que je voulais m'exprimer sur l'actualité. Il y a notamment le titre que toi et moi on a fait ensemble. Et il y a Troisième Dose. Il y a eu aussi un truc qui s'appelait Radio Libre que j'avais produit. Et puis, pendant la pandémie, j'ai sorti un single qui s'appelle Corona, qui a eu quand même
un petit succès. Et donc, effectivement, il y a des albums que j'ai produits comme ça. Mais les albums qui ne sont pas connus du tout, c'est les deux premiers, Jelly et Jelly et Misiri, voilà, qui ne sont pas vraiment connus par le grand public. Mais les titres sont au chaud. On va les réenregistrer et puis les ressortir. Voilà. Donc, voilà un peu. Oui. Alors, un album qui sort dans un contexte géopolitique marqué par le retour des coups d'État en Afrique et puis la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, quand on voit un peu ce qui se passe sur le continent en matière de démocratie et également la résurgence des coups d'État, est-ce qu'il y a une explication à cela? Moi, je pense que il y a le coup d'État aujourd'hui parce que la démocratie a été piétinée par ceux-mêmes qui sont arrivés au pouvoir grâce à elle. Donc, voilà, la démocratie est piétinée par ceux qui ont profité de la démocratie pour être là. Et bon, donc c'est ça qui pousse les jeunes à sortir et à rectifier un peu. Donc, même si je ne veux pas encourager les coups d'État, mais le cas du Mali et le cas du Burkina Faso sont des cas un peu à part parce que ce sont des pays qui sont en guerre contre le terrorisme. Et un pays en guerre, je pense que c'est bien que ce soit des militaires parce que il y a tellement de corruption, il y a tellement de corruption dans la gouvernance des civils. Il y en a aussi dans la gouvernance des militaires, mais je dis dans les cas comme ça, puisque c'est les militaires qui sont au premier plan sur les fronts, c'est important qu'au palais, il y ait des gens comme, voilà, qu'il y ait des gens qui portent les tenues comme eux. Mais il faut que ces gens en tenue nous donnent un programme précis. Parce que le programme qu'on a aujourd'hui avec ces militaires dans ces deux pays, c'est qu'on n'a pas de vision précise. C'est-à-dire que c'est comme tu as un chauffeur au volant, mais il ne sait pas trop où aller. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça ce qui nous fatigue un peu aujourd'hui. Sinon, moi, je pense que ce coup d'État, c'est le résultat de la mauvaise, comment on appelle, du fait que la démocratie a été piétinée par ceux qui sont arrivés par la voie démocratique. Et puis bon, voilà les cas. Moi, je dis quand la France était en guerre, il a fallu un militaire pour reprendre les choses en main, tu vois, parce que non, les Français seraient en train de parler allemand aujourd'hui. Parce que, voilà. Et donc, je pense que ce qu'il faut dire à ces militaires, c'est qu'il faut qu'ils nous donnent un calendrier précis, qu'ils viennent souvent à la télé nous donner des nouvelles par rapport à leur vision de la situation, parce que, voilà, il faut éviter le flou, quoi, parce que dès qu'il y a un peu de flou, la jeunesse aujourd'hui, elle est en train de se réveiller avec les réseaux sociaux. Donc, dès qu'il y a un peu de flou, voilà, elle agit. Donc, en tout cas, ils sont surveillés de près. J'espère qu'ils vont nous donner, ils vont nous expliquer un peu comment ils vont faire les choses. Voilà, ça, c'est très important. Voilà. Oui, mais Tiken, aujourd'hui, qui réside au Mali, est-ce que la situation évolue dans le bon sens? Bon, écoutez, aujourd'hui, je ne peux pas dire que la situation évolue dans le bon sens, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de vision. Pour le moment, on n'a pas de vision. Et le Mali compte sur la Russie. Et malheureusement, la Russie est en guerre. Si la Russie n'était pas en guerre, la Russie aurait fait une démonstration pour prouver que, voilà, elle peut accompagner les pays. Tu vois, tout le monde sait aujourd'hui que la Centrafrique, je ne dis pas que tout va bien là-bas, mais en tout cas c'est calme, parce que ça faisait longtemps que la Centrafrique avait connu cette accalmie, parce qu'il y avait tout le temps des tentatives de coup d'État, il y avait tout le temps des problèmes là-bas, et aujourd'hui on entend moins parler de la Centrafrique. Donc je pense que le malheur du Mali aujourd'hui, par rapport à son choix pour la Russie, c'est que la Russie est en guerre. Vous savez, voilà, bon, moi, je dis la Russie ne vient pas pour nos beaux yeux. Hein. La Russie vient aussi parce qu'elle est peut-être intéressée par nos matières premières. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà,
Euh, Ça fait longtemps qu'on avait un seul client, donc l'Occident. Maintenant, aujourd'hui, on a la Chine et la Russie qui peuvent être des partenaires. Et voilà, c'est-à-dire que la boutique est ouverte. Donc, on a la possibilité aujourd'hui de jouer sur la concurrence. Et donc, mais tout dépend de la manière dont les dirigeants africains vont faire les deals, vont dealer avec eux par rapport à l'achat de nos matières premières ou par rapport à l'exploitation de nos matières premières. Donc, moi, je suis au Mali. Effectivement, on est tous fiers que le président malien ait dit non, comme Sékou Touré, comme Thomas Sankara. Mais maintenant, moi, je souhaite en tout cas avoir une vision claire, une vision qui nous explique un peu où est-ce qu'on va, quoi. Parce que le peuple malien a fait beaucoup de sacrifices. Vous savez, il y a eu l'embargo sur le Mali. Moi, j'y étais, ça a été très, très difficile pour eux. Et puis bon, aujourd'hui, on est... Voilà, et je pense que beaucoup de Maliens parleront comme moi. On est en attente d'une vision précise, qu'on sache où on va, qu'est-ce que les gens veulent faire. Voilà, ce sont autant de questions que les Maliens se posent aujourd'hui. Ouais. Mais est-ce que cela n'est pas dû au fait que c'est vrai aujourd'hui dans la conscience populaire, côté jeunesse africaine, quand on voit un militaire au pouvoir, tout de suite ça nous ramène à Thomas Sankara. Mais ce que beaucoup de jeunes oublient de comprendre, c'est que Sankara, c'est vrai, il était un militaire, mais comme lui-même le disait, un militaire avec une formation politique et idéologique. Donc, est-ce que cet aspect des choses ne manque pas un peu aujourd'hui à nos militaires? Je parlerai de Assimi Goïta au Mali, Ibrahim au Burkina Faso et puis en Guinée. Est-ce que cette base idéologique politique-là ne fait pas défaut? Oui, ça fait défaut. Ça fait défaut et c'est assez flagrant. C'est assez flagrant, voilà. Ils nous font penser à Sankara, mais ils ne sont pas Sankara. Tu vois, il n'y a pas cette formation politique et puis il n'y a pas cette éloquence que Sankara avait. Quand Sankara parlait, voilà, on savait que c'est un prophète qui était là, quoi. Tu vois. Donc, je pense qu'il y a ça qui fait défaut. Mais bon, ils ont aujourd'hui une chance que Sankara n'avait pas, c'est que Sankara n'a pas eu cette protection de toute l'Afrique, de toute la jeunesse africaine. Voilà. Si Sankara avait eu le soutien qu'ils ont aujourd'hui, la protection qu'ils ont aujourd'hui de la jeunesse africaine, je pense que Sankara allait non seulement vivre, il allait survivre et il allait aussi atteindre son objectif, ça c'est sûr. Donc, mais je pense que c'est pas trop tard, ils sont aux affaires, ils peuvent toujours, ils sont jeunes. Donc, il n'est jamais tard pour se cultiver, pour apprendre des choses. Je pense qu'ils peuvent apprendre des choses. Et puis bon, et moi, c'est ce que je dis. L'objectif principal de leur présence au palais, ça doit être la lutte contre le terrorisme. Le combat, il faut qu'ils soient très souvent sur le terrain et que le peuple voit qu'ils ne sont pas seulement dans le palais, quoi, et qu'ils bougent, qu'ils sont sur le terrain. Et puis que voilà, et que si les choses avancent, qu'ils arrivent à gagner du terrain, qu'ils arrivent à faire reculer le terrorisme, ben, qu'ils organisent les élections très vite et qu'ils partent. Si le peuple a besoin d'eux, si le peuple sent que ce sont des gens qui peuvent faire leur affaire, ben, on va leur faire appel. Voilà, donc parce que moi j'ai peur que s'ils restent très longtemps, qu'il n'y a pas de vision, parce que en Djoula, on dit pour une bobrachien, t'es bien. C'est-à-dire que tu peux pas faire la guerre et en même temps développer le pays, tu vois. Parce que voilà, tu peux pas, c'est impossible pour un pays en guerre de se développer. Alors que les populations demandent des routes, ils demandent des emplois, ils demandent que les choses soient comme avant. Donc, moi, je pense que dans ces cas-là, il faut se baser sur l'objectif principal, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, et puis partir très rapidement. Et puis bon, si cette histoire perdure et que le peuple voit que c'est le militaire qui était là qui pourrait faire les affaires, c'est sûr que le peuple va les appeler. Moi, c'est ce que je conseille à tous ceux que j'ai rencontrés. Enfin, j'ai pas rencontré Ibrahim Traoré ni Assimi Goïta, mais j'ai rencontré le frère Doumbia en Guinée. Je lui ai dit, voilà, il faut organiser les élections parties. Surtout que lui n'est pas confronté à un cas
du terrorisme. Yeah. Mm-hmm. Lui, il est venu pour rectifier la démocratie, pour mettre la justice en place, etc., etc. C'est-à-dire, j'appelle ça régler les bougies, les vis patinées, nettoyer, voilà. Et parce que c'est des choses que les civils au pouvoir ne peuvent pas faire. Voilà. Un bailleur de fonds, c'est quelqu'un qui finance, par exemple, le parti politique d'un civil qui est au pouvoir. Ben, il peut voler tout l'argent du pays, il ne va jamais se faire arrêter, tu vois. Donc, par contre, les militaires qui arrivent et qui savent qu'ils ne sont pas là pour longtemps, qui arrivent, voilà, ils peuvent en tout cas mettre la justice en route, mettre des choses en route et puis partir. Et voilà un peu mon avis sur ces différents coups d'État. Yeah. Alors, oui, il faut des militaires, mais il y a également que la population doit jouer également un rôle très, très, très important. Et tout à l'heure, un peu plus haut, tu parlais de l'embargo contre le Mali. On a vu une solidarité africaine pour soutenir le Mali. Oui, oui. De toute façon, quand un pays décide d'être libre, hein, de reprendre sa souveraineté, il y a un prix à payer. Hein. Et ce prix, le prix, voilà, il faut que le peuple soit prêt à faire des sacrifices. Et je pense que la mentalité malienne, elle est capable de faire ces sacrifices-là. Tu vois, elle est capable de faire ces sacrifices. Et je pense aussi que l'héritage laissé par Thomas Sankara, voilà, je pense que les Burkinabés sont capables de payer le prix aussi, hein, de ce sacrifice-là. Mais il ne faut pas que l'autre côté, au moment où les peuples payent le prix, il ne faut pas qu'on entende que, comment on appelle, que le budget des palais augmente. Ouais. Tu vois, bon, voilà. Ça va être bizarre, c'est ça qui fait bizarre en fait. Sinon aussi, ces peuples-là, burkinabés et maliens, savent que les dirigeants font des sacrifices comme eux. Je pense que ce sont des peuples qui sont capables de faire ce sacrifice, de faire des sacrifices pour que l'objectif puisse être atteint. Donc, mais il faut que l'exemple vienne de là-haut. Si on commence à entendre des choses, les augmentations de salaire, les augmentations du budget, c'est pourquoi toute l'Afrique a été vraiment impressionnée par la réaction du président Traoré au Burkina. Voilà. Quand un président fait ce sacrifice-là, je pense qu'on est prêt à mourir pour lui. Parce que, voilà, et c'est juste ça. Mais sinon, moi, je sais que ces peuples-là sont capables de faire le sacrifice s'ils savent qu'il y a un objectif à atteindre. Et c'est pourquoi les militaires ils doivent sortir très souvent pour nous dire un peu où est-ce qu'on est en train d'aller, vers quoi on est en train d'avancer, quels sont les exercices précis. Une fois le peuple burkinabé, le peuple malien sera situé sur ça, moi je pense que ce sont des peuples qui sont capables de faire le sacrifice et accompagner pour qu'on puisse être libéré totalement du dictat de l'ancien colon et de l'Amérique, etc. C'est pas facile parce que nous sommes habitués à vivre avec les moyens qu'ils mettent, etc. Mais je pense que, voilà, avant la colonisation, avant l'esclavage, les gars n'étaient pas là. Donc, on a des manières de vivre qu'on peut, voilà, on peut se réadapter à ça et puis on fait des sacrifices. Mais les militaires qui sont en tête, il faut qu'eux montrent l'exemple. Oui, et surtout se concentrer sur la reconquête de l'intégrité du territoire et organiser rapidement des élections et puis retourner dans les casernes, comme on dit. Non, c'est ça, hein, c'est ça. De toute façon, il y a deux exemples en Afrique de l'Ouest. Il y a l'exemple du général Toumani Atete, Amadou Toumani Touré, du Mali, et qui a respecté ses engagements, qui a pris le pouvoir, qui a organisé les élections, je crois, un an et demi après, qui est parti et qui a été rappelé par le peuple, et qui est revenu, qui a fait 2 mandats. Et vous avez aussi l'exemple du général Gueye, qui n'a pas respecté ses engagements, qui s'est laissé manipuler par les Ivoiritaires et qui a payé de sa vie. Donc ce sont les 2 exemples. Les militaires, que ce soit celui de la Guinée ou du Mali ou du Burkina Faso, voilà, ce sont les 2 exemples qui sont là. Donc, soit ils suivent l'exemple d'ATT, ou bien ils s'accrochent au pouvoir et puis on vient les déboulonner un jour.
Oui. Je sais que l'un des sujets qui te tient à cœur, c'est de faire comprendre à cette jeunesse africaine que, voilà, c'est vrai, c'est dur, mais il y a moyen de transformer le quotidien sur place et éviter de prendre des risques inutiles. Je veux parler de l'immigration, avec toutes ces images difficiles qu'on voit. Et récemment, tous ces immigrés sur un bateau, aucun pays européen ne veut les recevoir. Et ça a créé un gros scandale. Tiken Jah, aujourd'hui, tu es un vieux père pour beaucoup de jeunes sur le continent africain. Quel sera, on dit la répétition est pédagogique, quel sera ton message? Ben, mon message, c'est dire aux jeunes que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir et que, voilà, que personne ne viendra mener les combats à notre place. Que si on veut que nos enfants vivent dans une Afrique différente de celle que nous on connaît et dont on se plaint, et que c'est à nous de mener des combats. Nous bénéficions aujourd'hui du combat de nos parents qui ont combattu la colonisation, qui nous ont donné l'indépendance. Nos parents ont bénéficié du combat de leurs parents qui ont combattu l'esclavage. Donc c'est à nous de faire des choses aujourd'hui pour que nos enfants vivent dans une Afrique où il fait mieux vivre. Et je ne pense pas que c'est en partant tous qu'on pourra régler ce problème. Parce qu'on fuit la corruption, on fuit la mauvaise gouvernance, on part, on fait 20 ans, et quand on vient investir, la corruption nous rattrape, puisque soit le maçon il met moins de ciment, soit, en tout cas, on arrive, notre terrain qu'on avait acheté a été vendu par quelqu'un, etc. Donc, voilà. Donc, du coup, de toute façon, la solution, ce n'est pas de partir. Mais on a le droit de partir, puisque les Occidentaux, ils viennent chez nous quand ils veulent, où ils veulent faire ce qu'ils veulent. Rester s'ils veulent. Donc, cette injustice-là, je l'ai dénoncée dans Ouvrir les frontières. Et aujourd'hui, je parle un peu du trajet qui est emprunté par tous ces jeunes. C'est-à-dire que la Méditerranée est devenue aujourd'hui l'un des plus grands cimetières de la jeunesse africaine. Donc, voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, ils ont le droit de partir, mais il faut absolument pas prendre la mer. Pas prendre la mer parce que, voilà, à cause de la crise russo-ukrainienne, on parle moins de tous ces bateaux qui chavillent. Je pense que la dernière fois, si les gens n'avaient pas refusé le bateau qui est arrivé, on n'allait même pas parler de ce qui se passe là-bas. Donc, moi, ce que je veux dire aux jeunes, c'est qu'on a un continent merveilleux. Vous savez, que ce soit aux États-Unis ou en France, quand il fait beau, les gens sont contents. L'été, les gens ils s'habillent comme ils veulent, ils sont heureux. Mais maintenant, nous, on a 12 mois d'été. On a 12 mois d'été, on s'habille comme on veut, la vie est tellement belle en Afrique. Donc, pour moi, c'est juste la stabilité qui manque. Quand on va sortir de toute cette turbulence de coups d'État, des mauvaises gouvernances, etc., quand on va sortir de tout ça, moi, je pense que c'est nous qui allons refuser le visa aux Occidentaux. Parce que, vous savez, aujourd'hui, le Maroc est calme, le Maroc est stable. Il y a beaucoup de Français qui ont déjà acheté les maisons de retraite là-bas. Voilà. Et donc, avec tous les kilomètres de plage d'Abidjan, voilà, des centaines de kilomètres de plage de la Conakry, un peu partout, moi, je pense que tôt ou tard, c'est nous qui allons refuser le visa. Donc, il faut qu'on aime notre continent, qu'on sache qu'en tout cas, personne ne viendra faire le travail à notre place. Et on peut remarquer, chaque fois qu'on prend l'avion pour aller, en tout cas dans les pays où il n'y a pas de problème, il y a même quelquefois plus de blancs dans l'avion que d'Africains. Voilà, ça veut dire que ça sent bon, ça veut dire que les gens, ils sentent, voilà, ils sentent que voilà, l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à cette situation. On a une question de quelqu'un qui nous suit, Selecta Rakis Kouligri, qui veut savoir est-ce que c'est possible les États-Unis d'Afrique et combien de temps ça peut prendre selon Tiken Jah? Oh, c'est possible, hein, c'est possible. Ça ne sera pas de notre vivant déjà. Parce que le travail est colossal, le travail qu'il y a à faire est très très difficile parce que il faut regarder d'abord nos pays où il y a des batailles politiques, voilà, il y a des histoires d'ethnie,
Voilà. Donc, on a un gros travail à faire, mais voilà. Mais je pense que les générations après nous comprendront qu'aucun pays africain ne pourra gagner tout seul. Et donc, il va falloir se mettre ensemble pour être écoutés. Voilà. Aujourd'hui, les États-Unis sont écoutés et respectés parce que c'est un grand pays. Voilà. C'est vrai qu'ils fabriquent des choses, mais c'est d'abord 50 ou 52 États, je crois. 50 États, Voilà. là. 50 États. Et vous avez la Russie qui est très balèze, qui est très grande, qui est très peuplée. Vous avez la Chine qui est très grande. Vous avez l'Europe qui n'a pas eu le choix que de se mettre ensemble. Sinon, la France aurait pu rester seule. Mais elle a compris qu'en face des États-Unis ou la Russie, elle n'est rien. Donc, il va falloir se rapprocher de l'Allemagne, l'Espagne, ainsi de suite, pour former un bloc de 26 ou 27 pour faire face aux États-Unis ou à la Russie. Donc, il n'y a que l'Afrique aujourd'hui qui est divisée en petits morceaux. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous sommes manipulés. Parce que nous sommes des petits pays, parce que c'est pourquoi, quelquefois, on dit il y a l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso qui a dit ça. Donc, sur le Burkina Faso, ainsi de suite, tu vois. Donc, moi, je dis, les 54 pays, nous serons puissants. Si nous arrivons un jour à faire les États-Unis d'Afrique, nous serons très, très puissants parce que nous avons la majorité des matières premières dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement. Donc, quand vous parlez de cacao, donc chocolat, vous connaissez quel petit blanc qui n'aime pas le chocolat? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, la Côte d'Ivoire seule produit 40% de la production mondiale de cacao. Le Ghana produit 20%. Le Nigeria produit 15%. Donc, nous sommes déjà à 75% de la production mondiale de cacao, c'est-à-dire les chocolats que vous retrouvez dans les supermarchés. Donc, voilà, quand on parle de manganèse, on va en Guinée. La Guinée est bien positionnée. On parle d'or, le Mali est bien positionné. On parle de coltan, le Congo, Kinshasa. Donc, une matière qui se trouve dans tous les téléphones portables, grâce à laquelle, d'ailleurs, cette matière, quand vous faites des photos, vous pouvez les retrouver le lendemain. Donc, l'Afrique est riche. L'Afrique a toutes les matières premières. Elle manque juste de stabilité et d'unité. Et là, quel devra être le secret pour y arriver? Mais il faut renforcer l'intégration. Il faut que l'Ivoirien se sente chez lui au Mali. Il faut qu'on arrête les histoires de tel peut pas être candidat parce qu'il est burkinabé, parce qu'il est guinéen, parce qu'il est Zézi, tu vois. Il faut rapprocher les peuples, voilà. Au moment où on a fait des milliers de morts en Côte d'Ivoire, dans cette histoire d'ivoirité, tel n'est pas ivoirien, tel n'est pas ivoirien, les Américains ont mis Barack Obama à la Maison Blanche. Tout le monde sait qu'il a du sang kenyan. Et aujourd'hui, on a l'exemple du Premier ministre en Angleterre. Britannique. Ouais, le Britannique, le Premier ministre en Angleterre, la ministre des Affaires étrangères, elle est indienne, d'origine indienne, le Premier ministre n'est pas... Voilà. Et donc, les gens sont passés à autre chose. Je pense que cette situation n'est plus adaptée à notre temps. Voilà, c'est plus adapté. On doit mettre les gens à la place qu'il faut. La question que les Africains doivent se poser, c'est qui peut faire quoi pour nous? Qui peut faire quoi? Voilà, quel que soit, même si les Soudanais, qui est en Côte d'Ivoire, qu'on voit qu'il peut sortir la Côte d'Ivoire des situations difficiles, c'est un Africain. Donc il faut qu'on commence à penser africain déjà. Tu vois, moi j'aime bien quand... Souvent les gens ils me traitent de Guinéen en Côte d'Ivoire, de Malien, ils pensent qu'ils me font mal, mais ils me font plaisir, man. Moi je suis content. Parce que moi, quand je vais au Burkina, on me prouve que je suis chez moi. Je vais au Mali, je suis au Mali. Les Maliens même n'aiment pas qu'on dise que je suis ivoirien. Quand je vais en Guinée, voilà. Quand je vais en Guinée, je suis chez moi. Donc, pour moi, c'est ça l'avenir. Moi, je pense qu'aucun pays africain ne pourra s'en sortir tout seul. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a décollé et il y a tout le monde qui se retrouve en Côte d'Ivoire. Et tôt ou tard, ça va créer encore des problèmes là-bas. Donc, mais si on était ensemble, que tous les pays arriver à remonter, si tous les pays se remontaient ensemble doucement, par exemple, voilà, que le budget général était partagé pour que chaque pays puisse se développer, même si c'est pas au même niveau, parce qu'il y en a qui sont plus riches que d'autres. C'est comme aux États-Unis, il y a des États qui sont plus riches que d'autres États. Donc on va pas dire que tout le monde va avoir le développement à partie égale, mais je pense sincèrement que voilà, si on était ensemble, et que le gâteau était partagé de telle sorte que
chacun puisse avancer un peu, je pense que ça allait être positif. En tout cas, les États-Unis d'Afrique, pour répondre à la question de votre auditeur, c'est pas pour maintenant. Moi, je n'espère même pas que ça sera de mon vivant parce qu'il y a trop de trucs à régler. Mais je suis certain, avec l'évolution du monde, avec les réseaux sociaux, je suis sûr que les générations, peut-être nos petits-enfants, en tout cas, feront tout pour rapprocher nos pays, parce que de toute façon, nous n'avons pas le choix si on veut qu'on nous respecte, si on veut qu'on nous écoute déjà. Si on veut qu'on nous écoute, il faut qu'on montre que nous aussi on est fort. Oui, absolument. Et également arriver à comment on appelle, à cette question de monnaie unique. Entre-temps, il y a eu l'espoir d'avoir cette monnaie unique et puis finalement, on ne sait plus ce que cela devient. Et tout ça, ce sont des handicaps. Oui, mais tout ça, c'est des éléments. De toute façon, si on veut une monnaie unique, on peut l'avoir. Hein. Mais moi, j'ai toujours dit que c'est le peuple qui a le pouvoir. Les dirigeants peuvent décider. Mais Samska, regarde, imagine un jour des millions de personnes qui sortent à Abidjan, qui sortent au Burkina Faso dans les rues, au Mali, en Guinée, pour dire on ne veut plus le franc CFA, on veut notre monnaie. Tu vois, ça va pousser les dirigeants parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de faire plaisir au peuple. Donc, je pense qu'ils n'auront pas le choix. Mais si on entend que les dirigeants décident ça pour nous, ça ne va jamais arriver. Le message, il est clair, jeunesse africaine. Si on veut que ça bouge, c'est nous qui devons faire bouger les choses. Oui. C'est nous. Si, même les histoires de visas, la France qui nous donne des visas en compte-gouttes, tout ça, il faut des manifestations. Tu vois, les gens, il n'y a pas un peuple qui grève comme les Français, il n'y a pas un peuple qui manifeste comme les Français. Donc, je pense que si on commence à bouger, on va avoir des gens, même en France, qui vont relayer notre message. Hein, voilà. Notre problème, c'est qu'on attend Dieu, on met tout sur Dieu, alors que Dieu il est très occupé. Tu vois. Oui, c'est ce que tu dis justement dans, comment on appelle, ça va aller. Ça va aller, oui. Yeah. On est assis, on attend, Inch'Allah, ça va aller. Inch'Allah, ça va aller. Inch'Allah, ça va aller. Imagine, tu vois, Martin Luther King, il était pasteur, mais il n'est pas resté dans l'église, hein, il était obligé d'aller dans la rue, il était obligé de voilà, tu vois, donc, imagine si Nelson Mandela, en Afrique du Sud, nos frères qui se sont libérés de l'apartheid étaient restés dans les églises ou les mosquées pour dire ça va aller, Dieu est grand. Mais le gars, il n'allait pas lâcher, pas lâcher le pouvoir. Non. Dieu aime les actions. Dieu aime les actions. Dieu aime le mouvement. J'ai envie de prendre ce truc, je me mets en mouvement et Dieu m'accompagne. Mais quand je m'assois, je croise les bras, Dieu, il passe à autre chose. Il va aller, s'il y a des gens qui se bougent en Chine ou bien en Russie ou aux États-Unis, il va aller accompagner ceux qui sont en mouvement. Et nous, on s'assoit, on dit non, ça va aller, Dieu est grand, ça va aller. Mais voilà, Dieu, il n'aide pas ceux qui s'asseyent. Dieu, il aime ceux qui sont en mouvement. Général, je vais te voler cette phrase, Dieu aime les gens en mouvement. Voilà, c'est ça. Et c'est un message qu'on va partager avec tous ceux et toutes celles qui nous suivent aujourd'hui, ici et maintenant. Dieu aime les gens en mouvement. Soyez donc des gens en mouvement. Ne restez pas là à attendre que d'autres fassent le mouvement à votre place. C'est super important. Alors, je sais que Tiken Jah aujourd'hui est en tournée européenne. Récemment, tu étais au Canada et c'est vrai, aujourd'hui, tes épaules sont en train de supporter autant de récompenses pour tout le travail accompli. C'est vraiment une invite à la jeunesse africaine pour lui dire d'y croire et d'avancer. Je lisais un post du grand frère Serge Billet sur Facebook qui disait qu'à l'époque, il était à Abidjan et un jeune Rastaman est venu le voir pour produire son album. Il a dit que ça l'intéressait pas vraiment et voilà. Et il a été surpris de voir ce jeune-là
à la télé et sur les radios, et ce jeune s'appelait Tiken Jah Fakoly. Aujourd'hui, l'une des plus grandes voix du reggae sur le continent africain. Et Tiken Jah, quand on dit Tiken Jah, c'est un symbole de persévérance, c'est un symbole de conviction, et c'est un symbole que beaucoup de jeunes Africains devraient suivre aujourd'hui. Effectivement, j'ai beaucoup apprécié le poste du grand frère. Et d'ailleurs, je voudrais profiter pour le remercier pour le cours d'histoire, parce que je pense qu'il a écrit par rapport à une interview que j'avais faite où j'avais dit que un artiste reggae qui ne s'intéresse pas à la politique doit faire du zouk. Et je pense que le grand frère, il avait mal pris ça. Vous savez, j'attends l'occasion de le rencontrer, ou bien une occasion en tout cas de répondre pour expliquer que c'est simplement, voilà, que nous on ne sait pas, même toi Samska, nous, le zouk que nous on a dansé en Afrique, on pensait que c'était le zouk love. Nous on n'a jamais pensé qu'il y avait un combat derrière. Nous c'était le collet serré, tu vois. Donc voilà, je me suis trompé parce que je ne savais pas. Je savais pas que le zouk original, parce que les musiques peuvent commencer par des combats, et puis après ça peut avoir, il y a d'autres branches qui peuvent partir de ces musiques-là. C'est comme le reggae, vous avez le dancehall, le raga, voilà. Et donc moi je ne savais pas que le zouk c'était ça. Je ne savais pas que le zouk c'était une musique de combat. Donc voilà, le grand frère Serge Billet, il m'a donné un bon cours d'histoire. Maintenant, j'ai compris. Voilà. Et voilà. Mais effectivement, la persévérance a payé, Samska. Moi, ceux qui connaissent mes débuts, je crois que toi, tu es l'un des témoins. Tu as été l'un des premiers journalistes à jouer mes albums au Burkina Faso. Et cours d'histoire a été vendu à 40 000 exemplaires au Burkina Faso, ce qui est énorme pour un artiste ivoirien. Et donc, je pense que la persévérance a payé. Voilà, la persévérance a payé. Le fait que, voilà, je me suis battu, mais je n'étais pas seul. J'ai été accompagné par des gens aussi qui croyaient en moi. Et moi, il fallait que je garde, voilà, ces talents-là. Il fallait que je continue à travailler pour avoir des chansons qui puissent tenir la route. Et puis, il y a des gens qui ont fait un travail en bas. Et donc, je profite d'ailleurs pour remercier tout le monde. Donc, effectivement, je viens de très, très loin. Je viens de très, très loin parce que j'ai fait toutes les étapes de la carrière. Mon premier concert en août 91, c'est moi qui ai affiché tout. C'est moi qui ai fait tout l'affichage à travers la ville de Djenné. Voilà, je me souviens, on était en moto, on collait les affiches, et il y a des élèves qui passaient, qui nous ont vus en train de coller. Mais je me souviens encore, le gars, il disait, mais c'est quel artiste ça encore? Il y a trop d'artistes, tout le monde veut chanter. Et puis moi, je me retourne vers le monsieur, et puis je lui dis, non, celui-là, venez samedi au cinéma Kabadougou, vous allez voir que lui n'est pas comme tout le monde, tu vois. Et puis, voilà. Et puis la deuxième étape avec Jelly et Messiri, j'ai dû vendre mes albums. Tu t'imagines, j'ai vendu mes albums. J'ai vendu mes albums à Daloa, à Pouaké, un peu partout. Tu vois, j'allais prendre les cassettes à 1000 francs chez Kone Dodo, à l'immeuble Nana Yamuso. Et j'allais vendre je prenais à 1000 francs, j'allais vendre à 1250 aux grossistes, qui eux, ils vendaient à 1500. Donc, je faisais le tour, Bundiali, Korogo, Djenné, Daloa, Abidjan, un peu partout. Je faisais ce qu'on appelle dépôt-vente. Voilà, j'ai déposé les cassettes et je repassais un mois après, pour récupérer l'argent si c'était vendu, quoi. Donc, je fais toutes les étapes. Et j'imagine les moments où tu arrives, les cassettes ont été vendues, mais il n'y a pas d'argent. Ah oui. Les cassettes. Les cassettes ont été vendues. Donc, bon, à l'époque, c'est comme c'est moi-même qui les vendais. Donc, moi, je venais donner les 1000 francs de Kone Dodo, et puis je gardais les 250 francs, tu vois. Bon. Donc j'ai quand même vu cet argent, c'était pas beaucoup puisqu'il fallait payer les transports, il fallait payer
les séjours. C'est vrai que j'allais pas à l'hôtel, j'allais chez des copains, parce que j'avais des amis dans toutes les villes. Mais quand même, je dépensais de l'argent dans la bouffe, dans le transport. Voilà, donc voilà, j'ai pas eu d'argent, mais je me rappelle, je pense que j'ai fait rentrer chez Kone Dodo à l'époque. Kone Dodo, c'était le distributeur à l'époque. Je pense que j'ai fait rentrer au moins 3 millions de francs CFA chez lui, déjà. Voilà, donc j'ai fait toutes les étapes. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai créé une radio à Abidjan, parce que pour passer à la radio en Côte d'Ivoire, il fallait payer les journalistes. Ça aussi, c'était une étape. Je me souviens un jour, je devais passer à Tempo et il y a, vous savez, Tempo c'était payant avant, je crois que c'était 2000 francs. Et il y a tous les gars de mon quartier, Yopougon, quartier Lem, qui se sont mobilisés, qui ont cotisé, qui ont loué un baka pour venir me soutenir. Donc ils ont occupé les 2 tribunes de Tempo. Wow. Et puis moi j'étais tout content, je devais passer pour la première fois à la télé, il y a mon public qui est là. Figure-toi que je suis pas passé parce que il y a Kofi Olomide qui est venu avec Consti et K, ils sont rentrés chez le réalisateur et puis mon nom a été barré sur la liste. On a mis Kofi Olomide qui n'était pas prévu. Donc tu vois, on a connu des choses comme ça, c'était quand même incroyable. Donc c'est pourquoi je suis content aujourd'hui. J'ai une radio, les jeunes peuvent venir avec la musique. On peut faire les promotions, même si c'est une petite radio de proximité. Quand même, voilà. Et puis bon, tous les trucs dans lesquels on a eu des difficultés, on a essayé de créer des trucs pour que les jeunes puissent éviter ces difficultés-là. Pour éviter ces difficultés à ces jeunes-là, je veux dire. Donc, par exemple, à Abidjan, on a 2 salles de répétition, on a un studio, voilà, qui coûte pas cher, et puis bon, j'ai la seule bibliothèque reggae d'Afrique, qui se trouve dans le bâtiment de l'ambassade de reggae à Abidjan. Donc voilà, c'est pour dire que le chemin a été très très long, mais bon, Dieu merci, on est là aujourd'hui, et comme tu viens de le dire, on a beaucoup de récompenses un peu partout, et puis bon, je viens d'apprendre tout dernièrement que je suis l'Ivoirien qui a le plus de disques d'or en France, donc tout ça, c'est des résultats positifs. Et encore bravo pour tout le combat et que Jah rallonge encore voilà, le chemin du succès et pour que tu continues d'inspirer beaucoup de jeunes. Tu parlais tout à l'heure de mettre en place des conditions pour pouvoir aider les jeunes à y arriver. Aujourd'hui, on a un jeune frère du Burkina Faso que tu soutiens, qui fait les premières parties de ta tournée européenne. Il s'agit de Jakassa, et un jeune plein d'énergie et qui y croit. Et par ma voix, je voudrais encore te transmettre le merci de toute la jeunesse du Burkina Faso, du soutien que tu apportes à ce jeune frère. Yeah man. Non, c'est normal. Hein. Je pense que notre devoir, c'est de faire en sorte que la relève soit assurée. Et c'est ce que tu me connais mieux que beaucoup de personnes dans le milieu. Ça fait des années que j'essaie en tout cas de donner un coup de main, de telle sorte que les jeunes puissent s'imposer à l'international. J'ai commencé par Takana Zion, Jah Verity, Peter Simon qui est un grand frère. Et aussi, je l'ai produit, je l'ai pris en première partie. J'ai produit un album pour Claude Maxime, mais ce n'est jamais sorti parce qu'il ne voulait pas le sortir. Donc voilà, Jakassa, c'est un jeune qui a beaucoup de talent. Et donc voilà, il m'a approché, on a discuté, j'ai vu la vibe, donc j'ai vu que voilà, on peut faire des choses pour lui. Donc voilà, c'est simplement, c'est un devoir pour moi. C'est un devoir pour moi, c'est-à-dire que nous, on veut ou pas, on prend de l'âge. Hein, donc si on veut que le reggae africain soit représenté, il faut qu'on fasse tout pour préparer la relève. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et ce que je voulais dire à tous les jeunes, c'est que il y a beaucoup qui ont envie de faire les premières parties. On peut donner des possibilités de première partie si les gars sont déjà en France. Parce que c'est pas facile pour nous. Voilà, c'est pas facile pour le tourneur de faire les histoires de visa, de régler les histoires de visa, les hôtels, alors que c'est pour la promotion de l'artiste, c'est pas facile. La dernière fois, j'étais en concert dans un endroit et qui je vois,
dans la foule, c'est Kaloji, ex-Bobby Joe, tu vois. Wow. Voilà, tu vois Kaloji dans la salle, je crois que c'était au Mans. C'était au Mans. Je suis sur scène, puis je vois un gars, et j'ai tout de suite vu que c'est Kaloji, tu vois. Donc, et après le concert, il est venu me voir, je lui ai dit que, voilà, que c'est cool. Et que très bientôt, je vais peut-être l'inviter sur les premières parties aussi. Je pense que bientôt, lui aussi, parce qu'il y aura plusieurs étapes de la tournée. Donc aujourd'hui, il y a Jakassa et on a produit déjà un single et je compte produire son prochain album à Bamako. Il va venir me rejoindre à un moment, on va produire l'album. Et puis bon, voilà. Tout ça pour dire qu'on a envie de faire des choses pour les jeunes. Maintenant, on fait attention parce que souvent on n'est pas toujours bien récompensé. Souvent, on met l'argent, on met l'énergie, et puis après, on entend dans des interviews qu'on n'a pas été à la hauteur. Alors que voilà, et je pense qu'il faut éviter ça parce que quand on met beaucoup d'efforts comme ça, on a besoin juste d'un petit merci qui fait plaisir, c'est tout. Tu vois. De la reconnaissance. Donc, la reconnaissance, c'est tout. Sinon, bon. Les gens doivent savoir aussi que c'est pas facile pour nous d'imposer des premières parties parce que ceux qui nous font tourner, et ils ont des artistes en attente. Tu comprends? Voilà, c'est comme moi quand je suis venu ici, j'ai signé avec Garance et Garance m'a imposé sur des concerts, sur des premières parties, voilà, parce que leur objectif c'était de me faire connaître. Donc il faut qu'ils sachent que c'est pas facile. Nous on est obligé de nous battre. Là, moi, je me suis battu pour imposer Jakassa, pour dire, voilà, je veux Jakassa en première partie sur la moitié de la tournée. Donc, le tourneur aussi a mis un artiste pour le reste de la tournée. Donc, la prochaine tournée qui aura lieu au mois de mars, je vais sûrement imposer encore un jeune Africain de telle sorte que, voilà, qu'il puisse se faire connaître. Absolument. Alors, Tiken, c'est pas seulement la musique. C'est vrai que la musique est le principal, mais à côté de cela, Tiken Jah veut être un exemple. Quelqu'un qui influence positivement. Il y a eu le projet Un concert, une école. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut en faire un bilan? Oui, le bilan, il est positif. On a construit 6 écoles dans 5 pays africains. On a construit 2 écoles primaires en Côte d'Ivoire, une école primaire au Burkina Faso, un collège au Mali, une école primaire en Guinée-Conakry et une école primaire au Niger. Donc, voilà, à la fin de cette tournée aussi, de la tournée du mois de mars, parce que celle-là, elle est un peu courte, mais après la tournée du mars-avril, on a l'intention d'organiser un concert pour construire une école dans un pays africain. Mais on peut aller aussi en Haïti, parce que je sais qu'Haïti, c'est l'Afrique aussi. Pour moi, et puis c'est un pays qui a beaucoup souffert, donc on peut aller dans des pays comme Haïti pour, en tout cas, construire ces écoles-là. Non, le bilan est positif. L'objectif, c'est vraiment d'encourager les gens à mettre les enfants à l'école, parce que moi, je pense que nous sommes manipulés parce que les gens savent que la majorité d'entre nous ne sait ni lire ni écrire. Donc, voilà, les politiciens savent que s'ils nous donnent un t-shirt, on va être tellement contents qu'on va aller voter pour eux. Alors qu'on devrait leur demander ce qu'ils sont prêts à faire pour nous. Voilà. Donc, ça continue. Et le côté agriculteur de Tiken Jah? Ben, ça continue. Là, je fais un peu d'élevage à Sibi, à 45 km de Bamako, dans ma ferme. Sinon, en 2013, j'ai fait 50 hectares de riz dans mon village, au nord de la Côte d'Ivoire. En 2014, j'ai encore fait 50 hectares. Moi seulement, comme je n'étais pas sur le terrain, la famille a vendu mon riz, ils ont mangé, ils se sont dit. Voilà. Ils se sont dit que je dois marcher sur de l'or ici, donc que j'avais pas besoin de ça sûrement. Mais voilà, j'étais pas content, donc ça fait que en 2015 je n'ai pas continué. Mais aujourd'hui, je fais un peu d'élevage à Sibi. J'ai des autriches, j'ai des canards armés, j'ai des pans, j'ai au moins 300 pigeons, voilà, j'avais des grilles royales, mais qui malheureusement sont morts. Donc, voilà, j'essaie en tout cas de
de faire un peu d'élevage, pas dans le but de les vendre, mais par amour pour les animaux, parce que voilà, Rastafari respecte aussi les animaux, donc du coup, c'est un peu ça. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour les agriculteurs, hein, parce que je pense que voilà, tout le monde mange sans eux. Je pense que même quelqu'un qui prie ici n'a pas mangé, il va tomber, hein, tu vois. Donc, du coup, voilà, ils sont tellement importants. Je pense qu'ils devraient être mieux rémunérés que maintenant, là. Voilà. Rémunérés, célébrés. Célébrés. Voilà. Alors, on sait que après la sortie d'un album à la dimension de braquage de pouvoir, un album qui est le plus orienté vers l'Afrique, Tiken Jah a plus de possibilités de tourner en Europe qu'en Afrique. Pourquoi cela? Parce que c'est difficile aujourd'hui pour des grandes figures, à l'instar de Tiken Jah, de faire des tournées sur le continent africain. Oui, parce que simplement, les sponsors ont peur de nous accompagner. Parce que les sponsors ont peur de nous accompagner et il est difficile aujourd'hui d'organiser des événements en Afrique sans être accompagné par des réseaux de téléphonie ou par des produits, en tout cas, qui ont envie de faire les publicités. Donc, nous, voilà, les gens ont peur de s'associer à notre image, l'image de guerrier, de combattant, donc, c'est vraiment dommage parce qu'on chante pour l'Afrique, donc on devrait jouer en Afrique. Vous savez, j'ai dépensé tellement d'argent dans les organisations de concerts. La plupart des concerts qu'il y a eu au stade de Bamako, c'est moi qui les ai financés moi-même. Les concerts que je faisais en Côte d'Ivoire, la plupart, c'est moi qui les finançais. Mais aujourd'hui, j'ai des enfants, je suis marié, je dois tout faire pour rendre la tâche facile à mes progénitures. Donc, je ne peux pas aujourd'hui me permettre d'aller organiser des concerts pour me faire plaisir. Voilà. À l'époque aussi, c'était dans le cadre de la promotion, c'était pour me faire connaître. Mais Dieu merci, j'ai un petit nom aujourd'hui. Donc, voilà. Sinon, on allait continuer à organiser des concerts. Moi, j'aimerais jouer au Togo, au Bénin, un peu partout. Mais malheureusement, voilà, chaque fois, les gens nous contactent, les sponsors ne suivent pas. Et ça nous rend la tâche très, très difficile. C'est ce qui fait qu'on ne joue pas beaucoup en Afrique. Donc, c'est ce qui fait qu'on ne joue pas. Les gens, ils préfèrent prendre des artistes voilà, qui disent danser, ne réfléchissez pas à danser. Tu vois? Voilà. Donc, voilà, comme ça, on danse, et puis, voilà. Ou bien des artistes qui disent on boit. C'est le seul continent qui permet autant de publicité de l'alcool. Il n'y a pas de réglementation. Non, il n'y a pas de réglementation. Ici, en Europe, si tu vends de l'alcool à un mineur, tu vas en prison. Mais quand tu vas à Abidjan, les enfants, ils sont alcoolisés. Les enfants, ils sont alcoolisés, ils boivent de l'alcool. Il y a même l'alcool vendu en sachet. Qui est vendu devant les lycées, devant les écoles. C'est le cas. C'est le cas au Burkina également. Et oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que ça tombe bien, tu en parles. Aujourd'hui, par exemple, l'Afrique de l'Ouest est devenue une grosse plaque tournante de la cocaïne. C'est un gros danger. Ah oui, non, c'est un danger. Et puis bon, les dirigeants, ils vont pas lutter contre ça. Et ils vont pas lutter contre ça parce qu'ils savent que tant qu'on danse, on boit, et ils avancent, tu vois. On réfléchit pas. Donc, eux, ils vont pas faire ça, leur combat principal. Ils vont pas faire ça de leur combat principal. Donc, c'est à la société civile et aux parents de se mobiliser pour aller chasser ceux qui vendent l'alcool devant les écoles. Voilà, je pense que voilà, malheureusement, il faut le dire, voilà, il y a beaucoup de parents qui ont démissionné. Donc, quand tu vas dans une ville comme la Côte d'Ivoire, c'est grave. Et je pense que c'est la même chose au Burkina, au Mali aussi, il y a beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, un peu partout. Donc, moi, je pense que c'est la société civile qui doit se mobiliser et les parents. Voilà, il faut que les parents se mobilisent
pour combattre ce qui est mauvais pour les enfants. Si on laisse faire, bon, les gens vont continuer à gagner de l'argent et puis bon, les enfants vont continuer à s'alcooliser, ils vont pas réfléchir, et puis on va danser seulement, ça danse. Dès que tu mets, il y a que nous qui dansons beaucoup, hein. Quand tu mets TikTok ou bon, voilà, c'est bien de s'amuser, hein, tu vois, ça chasse le stress et tout, mais ça doit pas être l'activité principale. Ah oui, ça doit pas être l'activité principale. Il faut regarder juste simplement dans l'histoire des autres peuples comment ils ont fait pour arriver là. Et il n'y a pas d'autre chemin. Hein. C'est par le travail et puis par le réveil. Donc, c'est pas sorcier du tout. Hein. Ouais. On parle donc de ce nouvel album, 11e dans la série des sorties internationales, Braquage de pouvoir. Oui, c'est vrai, on est allé vite en besoin, mais pourquoi tu choisis un titre comme celui-là, Braquage de pouvoir? Oui, parce que le pouvoir est braqué dans beaucoup de pays africains. Le pouvoir est braqué complètement au Gabon. Le pouvoir est braqué au Togo. Le pouvoir est braqué au Tchad aujourd'hui. Hein, et il y a un braquage qui se prépare en Guinée équatoriale par le fils qui est vice-président. Et il y a un braquage qui se prépare au Cameroun. Et puis, bon, le pouvoir est braqué aussi par ceux qui n'ont pas respecté les règles démocratiques. Donc, voilà, c'était important d'en parler. Et moi, j'aime bien rappeler aux gens le passé, enfin, ce qui s'est passé avant qu'on arrive là. Moi, je pense que sur le continent, il y a eu des centaines de morts pour la lutte, enfin, dans la lutte pour le multipartisme et la démocratie. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'impression que on a oublié ceux qui sont morts pour que nous ayons la parole, pour qu'on ait droit au vote, pour qu'on ait le droit de choisir notre candidat. Et donc, quand la démocratie est maltraitée comme ça me fait penser à ceux qui ont donné leur vie pour ça. Donc, c'est juste un rappel que je fais à la jeunesse africaine. Leur dire que même si la démocratie, elle n'est pas, voilà, on dit c'est pas adapté à l'Afrique, on dit c'est pas le meilleur système, mais on a rien eu d'autre qui puisse donner la parole au peuple aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut s'accrocher à ça en attendant d'avoir un autre système qui puisse être mieux que la démocratie. Donc, c'est juste un rappel, à la jeunesse, leur dire que le combat a été mené, mais le pouvoir est en train d'être braqué. Et voilà, il faut qu'on en parle parce que c'est sûr que la plupart des chefs d'État aujourd'hui sur le continent africain, après l'exemple du Togo et du Gabon et du Tchad aujourd'hui, ils sont en train de se dire, mais si je préparais mon fils Et là, on dirait adieu à la démocratie, ça serait le népotisme. Braquage de pouvoir, 11e album du généraliste Tiken Jah Fakoly que nous recevons pour vous aujourd'hui pour parler de toutes les actualités. Et quand on parle de braquage de pouvoir, tu as cité un certain nombre de pays. Est-ce que objectivement, hormis le fait qu'on ne peut pas avoir des sponsors pour accompagner des concerts de Tiken Jah Fakoly, est-ce que aujourd'hui, quand Tiken Jah Fakoly parle de braquage de pouvoir au Tchad, est-ce qu'il pense que des autorités du Tchad pourraient le laisser aller y jouer? Bon, s'ils ont un peu de sagesse ou bien un peu de... Voilà, moi je pense que de toute façon, le reggae n'a pas le choix. Nous, on ne tient pas compte des lumières des dirigeants. Nous, on chante quand l'inspiration vient. Nous, on chante dans l'intérêt de notre peuple. Nous, on chante pour éveiller les consciences. Et donc, il n'y a pas de concession. Donc, si à cause de cette chanson, je ne vais pas le jouer au Tchad, bon, voilà, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, ça fait longtemps qu'on est là. On était là quand Oufoué a gouverné, on était là quand Gueye a gouverné, on était là quand Bédi a gouverné, on est là, quoi. Donc, tôt ou tard, on ira. La dernière fois, on a refusé que j'aille jouer au Congo-Kinshasa. Aujourd'hui, Joseph Kabila n'est plus là, donc je pense que je peux aller jouer. Voilà.
Et donc, ceux qui ne voudront pas que je vienne jouer maintenant, c'est ceux qui ne seront pas là demain. Et j'espère être là demain pour pouvoir aller jouer. Et donc, mais le reggae ne doit pas faire de concessions. Il n'y a pas d'arrangement, en fait. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de concession. C'est, comme tu le disais, c'est pas une musique alimentaire et il y a un message derrière. Exactement. Est-ce qu'il y a des concerts de prévus sur le continent africain justement pour accompagner la sortie de Braquage de pouvoir? Ben, pour le moment, il n'y a rien, mais je suis en train de voir si on ne va pas organiser un concert en Côte d'Ivoire et puis un concert au Burkina Faso. C'est les deux pays qui nous intéressent. Bon, je pense que je vais devoir mettre la main à la poche, malheureusement. Et quitte à attendre que je me fasse rembourser dans la recette. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas de date précise. Il n'y a pas de date précise. Souvent, en fin d'année, les gens ils offrent des concerts dans les villes en Côte d'Ivoire. Mais bon, avec le titre Braquage de pouvoir, je ne pense pas que je vais être parmi les artistes choisis cette année. Voilà, maintenant... Mais j'assume, voilà, j'assume. Moi, je dis, il n'y a pas de concession, on fait du reggae, on peut pas, voilà, on fait pas d'autres genres de musique, quoi. Nous, c'est pas danser, buvez, remuer les fesses. Nous, c'est pas ça, tu vois. Nous, on s'adresse à la conscience, donc, on s'adresse à la tête, je veux dire. Et bon, si c'est ça qui va faire qu'on va pas aller jouer, bon, peut-être qu'on n'ira pas jouer dans ce pays. Les gens se contenteront de nos sons, et puis bon, voilà, c'est sûr que tôt ou tard on viendra jouer. La musique, il n'y a pas de retraite. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut mettre, à quel niveau on peut mettre le reggae africain? C'est vrai, on a Alpha Blondy, on a Tiken Jah Fakoly, puis beaucoup de jeunes voilà, qui sont derrière. À quel niveau on peut mettre le reggae africain aujourd'hui? Bon, moi je pense que le reggae africain est présent, hein, il est là. Quand vous allez à Abidjan aujourd'hui, même il y a un nouveau club qui vient d'ouvrir là, un nouveau club. Donc il y a plein de clubs de reggae. Même les clubs qui font d'autres musiques, il y a des jours consacrés au reggae. Donc la Côte d'Ivoire est carrément une nation de reggae. Et nous avons des jeunes qui chantent un peu partout. Hein. En Guinée, il y a beaucoup de reggaeman. Au Burkina Faso, il y a plein de gars. Au Sénégal, il y en a plein. En Afrique du Sud, d'ailleurs, j'envisage d'enregistrer le prochain album avec un groupe sud-africain, avec les choristes de Lucky Dubé et tout ça. Ça fait partie du programme du prochain album de 2025 ou 2026, on verra. Donc, mais avant ça, il y aura un album acoustique qui va sortir très rapidement, qu'on va enregistrer au mois de janvier et février. Donc, mais je pense que le reggae africain se porte bien. Ça se porte bien sur le plan local. Seulement, réussir à signer à l'international, c'est un peu compliqué aujourd'hui pour eux. Ça va être de plus en plus compliqué, hein, parce qu'avec la piraterie, avec la musique qui s'écoute gratuitement sur Internet aujourd'hui, rares sont les maisons de disques qui veulent investir leur argent, rares sont les producteurs qui veulent investir leur argent, puisque il y a des chances qu'ils ne retrouvent pas leur argent. Donc, du coup, je pense que sinon, le reggae africain est présent. Le reggae africain est là. Moi, quand je voyage dans les pays, je vois que le reggae est présent. Mais malheureusement, on n'a aucune possibilité aujourd'hui de les faire signer, voilà, parce que les labels ne veulent plus signer. Et c'est ça qui est un peu l'handicap. Mais sinon, sur le plan local, en Côte d'Ivoire, vous avez des gens comme Malaiki. Et dans les clubs, là, il y a plein de jeunes qui... C'est impressionnant quand ils interprètent Burn Spear, ils interprètent Bob Marley, ils interprètent Alpha Blondy, ils interprètent... c'est incroyable, ces jeunes-là. Donc, grâce à eux, en tout cas, le reggae continue à vivre. L'album Braquage de pouvoir est-il disponible dans les pays en Afrique? Bon, on n'a pas voulu faire des CD parce que, vous savez, j'ai un magasin à Bamako qui est qui est plein de cassettes et de CD. J'ai tellement perdu d'argent dans ça.
Voilà, les gens ils payent plus les CD. Hein. Mhm. D'ailleurs, en Afrique, on entend de plus en plus. Donne-moi un CD. Tu peux me donner un CD, tu vois. Ouais, ouais. Voilà. Tu sais, quand moi je fais les tournées ici, à la fin de la tournée, rien que dans les t-shirts et les gadgets, je peux gagner au moins 10 à 15 millions. Tu Ouais, vois. yeah. Voilà. Mais quand tu fais les t-shirts en Afrique et que tu veux les vendre, il y a tout le monde qui te dit Yeah, donne-moi un t-shirt. yeah, Tu veux me donner un CD, je n'ai pas encore vu ton CD. yeah. Alors que ici, les gens ils achètent pour encourager, pour que l'artiste puisse continuer à vivre, pour que l'artiste puisse continuer à leur servir de la bonne musique qu'ils aiment beaucoup, qu'ils aiment bien. Yeah. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'endroit en Afrique où on peut avoir l'album physique, mais les achats peuvent se faire par Internet. Yeah. Voilà, je pense que dans beaucoup de pays aujourd'hui, les gens ont les cartes de crédit. Donc, s'ils veulent acheter les sons, ils peuvent quand même les acheter. Yeah. Braquage de pouvoir est donc disponible en vente en ligne pour ceux et celles qui sont intéressés. Le processus, il est très simple, c'est d'aller sur Internet, sur Amazon par exemple, et vous mettez Braquage de pouvoir, iTunes, en tout cas tout ce qu'il y a comme possibilité de vente en ligne. Il faut chercher Braquage de pouvoir, dernier album de Tiken Jah Fakoly. C'est 14 titres qui touchent à presque tous les sujets, de Dieu à la jeunesse africaine, en passant par la religion, l'immigration, et voilà également pour vous dire que Dieu aime les hommes et les femmes en mouvement. J'adore ça. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Oui, j'adore ça. Et on voit également que sur cet album, tu as invité beaucoup d'artistes, Grand Corps Malade, Dubbing, Winston McAnuff, Amadou et Mariam. Beaucoup d'artistes sont venus quand même participer à cet album-là. Oui, effectivement. Moi, j'invite des gens pour venir renforcer. J'invite les collègues à chaque fois en featuring pour venir renforcer mon message. Grand Corps Malade, je l'ai rencontré, j'ai vu que c'était quelqu'un qui suivait ma carrière, j'étais surpris d'ailleurs. Et puis bon, ça m'a poussé à aller écouter sa musique. Et puis je me suis rendu compte qu'il avait un flow, un super flow, qu'il avait de bons textes. Et puis bon, je l'ai invité sur cette chanson pour renforcer le message. Amadou Mariam sur le titre Don't Worry, qui parle d'espoir pour l'Afrique. Et donc, voilà, je les ai demandé de venir accompagner ce titre. Et puis Dubbing, c'est notre deuxième collaboration. Moi, j'avais voulu apporter une force sur leur premier album qui est sorti. Et puis bon, on a décidé de se retrouver sur ce titre-là qui s'appelle Beau Continent pour essayer de magnifier notre continent, essayer de parler de ce beau continent. Parce que vous savez que le groupe Dubbing, qui est un groupe de reggae français, ils vivent à Saint-Étienne. C'est un groupe très très connu ici. Et donc, l'un des chanteurs est algérien et l'autre est béninois. Donc, ensemble, on a décidé de parler de notre continent, de parler d'espoir pour ce continent, de parler de beauté de ce continent. Yeah. Alors, deux dernières questions, parce que voilà, ça nous a pris déjà plus d'une heure et on n'a même pas vu le temps passer, tellement c'est accrochant, tellement c'est passionnant. Et sur cet album, on retrouve des versions acoustiques. Est-ce que il y a une raison particulière? Tout à l'heure, tu disais que il y a le projet d'un album acoustique. Est-ce que ça répond à quelque chose? Non, pas spécialement. Hein. Pas spécialement. Moi, c'est pas la première fois que j'ai fait un truc acoustique. Il y avait un titre dans Dernier Appel qui s'appelait Initié. C'est un morceau que j'ai fait pour dire merci à ma mère et à toutes les mamans. C'est en acoustique. Donc, j'essaie de temps en temps de faire un clin d'œil à l'acoustique comme ça. Parce que moi, je sais que voilà, dans mon rêve, enfin, j'ai toujours rêvé de faire un album acoustique, tu vois, parce que ça met plus la voix en valeur. Et donc, voilà, j'avais toujours dans mes projets, en tout cas, de faire un album acoustique. Et donc, c'est pourquoi, quelquefois, je fais un clin d'œil comme ça de temps en temps, mais sinon, il n'y a pas de raison, voilà, il n'y a pas de raison spécifique ou voilà. C'est juste que je trouve que l'acoustique, ça met la voix en valeur, et puis de temps en temps, je fais un clin d'œil, et puis là, on a décidé, en tout cas, ensemble de réaliser ce rêve-là de faire un album acoustique.
Et on remarque également qu'il y a de plus en plus de chansons chantées en anglais. Est-ce qu'on fait un clin d'œil au public anglophone, les États-Unis ou voilà. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est important. C'est important de chanter en anglais parce que, voilà, il y a beaucoup de pays sur la planète qui parlent l'anglais. Donc, pour moi, c'est important. C'est important d'avoir des chansons en anglais. Que le message soit compris par les pays anglophones. Donc, c'est juste ça. Et même le prochain, il y en aura plus, tu vois, parce que je pense que c'est important. C'est important que tout le monde ait accès au message. Alors, Généraste, on te dira grand merci et je ferai tout pour au moins voir le concert de Strasbourg le 7 décembre. Yeah, man. Et voilà, merci encore pour ton temps, merci pour ta générosité, ton humilité que tu continues de nous enseigner et à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, et quel sera ton message pour tous ces jeunes qui nous suivent? Bon, d'abord te remercier parce que voilà, pour ta présence à Strasbourg, et je peux déjà te dire que tu seras mon invité. Merci beaucoup. Voilà, tu seras mon invité. On va te mettre déjà 2 places avec des passes VIP où tu pourras venir nous voir dans les loges, etc. Ah, quand même là, je suis pas n'importe qui là, ou bien? Voilà, Samska, en tout cas, c'est pas n'importe qui. Voilà. Oui. Et puis voilà, à la jeunesse africaine, leur dit qu'on a un beau continent et que même Dieu nous attend. Dieu nous attend qu'on se bouge, qu'on se rassemble, qu'on se retrouve, qu'on mène les combats ensemble, qu'on soit solidaires, qu'on se rapproche et que il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je dis dans la chanson, ça va aller. Dieu nous a tout donné, hein, la nature, les matières premières. On a une population très jeune. Etc., etc. Il y a le soleil, il pleut, il y a la terre. Voilà. Aujourd'hui encore, vous pouvez acheter la terre à 2 millions, 3 millions en Afrique, dans les pays comme les États-Unis ou la France, ce n'est plus possible. Donc, c'est vraiment le continent de l'avenir. Il leur dit qu'on doit être heureux d'être africain. Moi, en tout cas, je suis tellement fier d'être africain. Si Dieu ne m'avait pas fait africain, là, j'allais pas être content. Mais donc, voilà. Je suis très, très fier d'être africain. J'espère que les jeunes sont aussi fiers que moi d'être africains. Moi, je pense que demain, les choses vont se passer en Afrique. Il ne faut pas que les gens s'énervent, que ce soit. Demain, c'est nous qui allons refuser les visas. Demain, c'est nous quand on va arriver à fabriquer nos matières premières sur place, etc., etc. Et moi, je pense que, en tout cas, demain, les choses vont se passer en Afrique. C'est pas en Occident parce que ils ont presque tout fini ici. Hein. Tout n'est pas fini parce que le monde n'est pas fini. Mais voilà, l'Afrique est au tout début. Ça fait seulement 60 ans qu'on a été libéré de l'esclavage et de la colonisation. Quand je compare l'âge des pays africains à la France libre, à l'âge de la France libre, je pense que je retrouve un gamin qui a besoin de grandir. Et donc, voilà, grandissons réveillés, ne grandissons pas idiots, grandissons réveillés. Avançons, réclamons nos droits, développons notre continent, aimons notre continent parce que personne ne viendra le faire à notre place. Généraste, merci beaucoup. C'est moi. Prends soin de toi. Moi, mon frère. Prends soin de toi yes, et que Jah continue de guider. Yes, à très bientôt, mon frère. À très bientôt. Merci beaucoup. Yes, À l'instant, le généraste Tiken Jah Fakoly qu'on recevait pour cette interview exclusive, parler de son 11e album Braquage de pouvoir est disponible en vente en ligne. Pas de possibilité pour l'Afrique d'avoir des supports physiques, alors c'est d'acheter l'album en ligne. Et voilà, merci à vous qui êtes restés avec nous, qui nous faites l'honneur de toujours nous suivre. Raki Souligri, Big Up, Wawa Diamant, Robert Ouedraogo et Amada Diakité. Voilà. Aniche, Barka, merci beaucoup. Danke, parce que depuis un moment, je suis en Allemagne, donc on va commencer à
à bosser un peu l'allemand. Et bientôt en Suisse, en France, en Belgique. Et puis voilà, merci en tout cas. Prenez grand soin de vous. Et c'est avec cette version, Beau Continent, Dobing Tiken Jah Fakoly qu'on va se dire au revoir. Prenez grand soin de vous. Love and peace à toutes et à tous. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. La jeunesse est là, les richesses abondent, l'avenir nous attend. Le soleil appelle le tourisme. Pas de postulat, la bonne humeur vagabonde. Combattant, exploitant, il n'y a pas d'opportunisme. Pourquoi nous dire à nous que l'Afrique est pauvre? Faut pas nous dire à nous que notre Afrique est pauvre. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. L'Afrique a besoin